Existe-t-il des dispositions particulières à prendre avant de construire un établissement sanitaire? Lesquelles? Effectivement, il existe des dispositions particulières avant de construire un établissement sanitaire. Sans avoir la prétention de me substituer au ministère de la Santé, je pourrais dire d'abord que l'autorisation du ministère de la Santé est requise. Et aussi, il faut un permis de construire dans lequel on va marquer dans le certificat d'urbanisme de façon expresse que on veut construire un établissement sanitaire. Et il y a plusieurs types d'établissements sanitaires. Donc, c'est le ministère de la Santé, à travers ses services compétents, qui détient la liste des renseignements nécessaires pour y arriver. Et ensuite, voir un architecte pour pouvoir faire un projet d'équipement sanitaire. Et ce projet sera fait par l'architecte, mais avec la collaboration de tous ceux qui sont du domaine sanitaire, notamment médecins ou pharmaciens ou biologistes, ainsi de suite. Quels sont les bâtiments dont doit disposer tout établissement sanitaire? Tout établissement sanitaire doit disposer de plusieurs bâtiments, allant de l'accueil à l'hospitalisation jusqu'aux bâtiments de radiologie, d'analyse médicale. Donc c'est tout un ensemble. Dans les grandes cliniques, le bâtiment central, c'est le bâtiment de radio. Et quand on a un grand hôpital sans radio, c'est une infirmerie. Quel regard portez-vous sur les établissements sanitaires privés qui officient dans certains endroits de la cité? Le regard, il est mitigé. On a des établissements sanitaires qui font la fierté du district d'Abidjan. On ne va pas citer les noms, mais la plupart des gens les connaissent. Et puis on a ce qu'on peut appeler des cliniques boutiques. Généralement, ce sont des bâtiments qui sont R+3, où d'abord on n'a même pas le minimum de commodité concernant la rampe pour ceux qui utilisent les wheelchairs, c'est-à-dire les fauteuils roulants. Ensuite, on n'a même pas une petite urgence. Ça veut dire quoi? Tous les patients sont traités à la même enseigne. Donc ça, c'est un peu le constat. Et puis, généralement, ces bâtiments, l'électricité peut être coupée à tout moment. Au niveau des bâtiments, on constate qu'un immeuble R+3 qui a été modifié ou réhabilité en établissement sanitaire ne présente aucune disposition pratique qui permette aux patients, dès qu'ils arrivent, d'être conduits, d'être évacués en suivant un chemin qui est bien tracé. Et donc, à ce niveau-là, ça tâtonne. Et si ça tâtonne, ça veut dire que forcément, on arrive à un mauvais résultat. Il y en a peut-être qui n'ont pas cette renommée, c'est-à-dire qui sont situés dans des locaux pas adaptés, mais peut-être que la qualité des médecins fait que les gens, quand même, ils ont une bonne impression. Mais je pense que le ministère doit faire le tri. Le tri au niveau des équipements à l'intérieur, mais le tri aussi au niveau même des bâtiments qui accueillent ces structures-là. Pour qu'on arrive à avoir ne serait-ce qu'un bâtiment d'abord sécurisé et après on pourra ajouter les commodités. Quels sont les risques auxquels s'exposent les patients internés dans les établissements sanitaires privés construits dans le district d'Abidjan? Les risques sont divers. Moi je pense que d'abord, quand le local n'est pas adapté, c'est un premier risque. Ensuite, on a des murs fissurés, on a des fenêtres qui ne sont pas étanches. Donc, quand on fait le lot de tous ces éléments-là qui ne sont pas compatibles, on se retrouve à faire une opération dans une salle qui n'est vraiment pas sécurisée. Ou on se retrouve à interner des gens dans une chambre où il n'y a même pas d'air conditionné et où, par exemple, en cas de pluie, on peut recevoir l'eau à l'intérieur parce que les fenêtres ne sont pas étanches. Donc le premier risque déjà, c'est un risque de manque de commodité, donc qui peut agir directement sur les malades. Et puis le plus grand risque, c'est le risque lié aux soins. Le ministère doit faire tous les efforts pour faire le tri, parce que tout n'est pas mauvais. Et comme on dit, l'habit ne fait pas forcément le moine. Et il y a des établissements qui sont moins glorieux de par leur architecture, mais qui ont une petite réputation parce qu'il y a des médecins compétents. Et puis il y a des établissements qui, tels qu'on les voit, tels qu'ils sont, c'est vraiment des boutiques. Donc les patients devraient s'en méfier. Quelles suggestions pouvez-vous faire aux promoteurs pour conformer leurs cliniques aux règles élémentaires de construction des établissements sanitaires? Je pense que le premier conseil, c'est qu'un
Un promoteur qui veut faire une clinique d'abord, que ce soit en réhabilitation parce que le bâtiment existe, ou que ce soit en construction neuve, doit prendre la tâche d'un architecte. Il doit avoir forcément un architecte. Et ensemble, les deux, ils vont travailler sur le projet. Et puis progressivement, d'autres acteurs qui sont du corps médical vont intégrer le projet. Pour qu'on en sorte à la fois au niveau architectural et comme au niveau même des équipements intérieurs, on en sorte quelque chose qui est déjà bien. Deuxième conseil à donner, quand on est dans un cas de réhabilitation, il faut aussi faire appel à un architecte. Et lui, il pourra voir ce qui est faisable. Parce que quand on veut faire une grande salle et qu'on doit abattre des murs, il faut d'abord qu'on sache que dans ce bâtiment, voilà comment ça porte, voilà ce qu'il faut casser, voilà ce qu'il ne faut pas casser. Ensuite, chemin faisant, l'architecte et le promoteur, les deux verront comment intégrer ceux qui sont du domaine, notamment des médecins, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour pouvoir avoir les agréments nécessaires. Déjà, avoir un service de maintenance sur la base des propositions qui ont été faites par l'architecte pour maintenir le bâtiment aussi bien au niveau de la propriété qu'au niveau de tout ce qui est réparation.